Bonjour à vous tous et bienvenue à ce Vert et l'envers portant sur les milieux humides et hydriques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Hugues Lapierre, chef de projet et développement des affaires en études environnementales et changements climatiques, mais aussi en géo-environnement chez Englobe, ainsi que M. Alain Branchot, biologiste et directeur général de SNAP Québec. SNAP Québec étant la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Donc, bonjour, messieurs, et merci beaucoup d'accepter aujourd'hui d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Merci. Donc, on aurait peut-être des questions d'introduction au départ. Je voulais demander à M. Branchot, quelle est la mission de SNAP par rapport, entre autres, aux milieux humides? La mission de la SNAP, c'est en fait une vision de protéger 50% du territoire public, donc les terres qui appartiennent à l'État. Et notre mission par rapport au milieu humide est indirecte dans le sens que en protégeant ces écosystèmes-là, on va protéger une grande partie de nos milieux humides. On joue également un rôle important dans la protection des habitats importants pour les espèces en péril. Et certaines de ces espèces en péril-là ont comme habitat principal des milieux humides. On peut donner l'exemple de la rainette faugrillon. Donc, c'est sûr qu'on intervient dans la protection des milieux humides qui sont importants pour la biodiversité. Et donc, comme vous dites, pour les espèces aussi. Merci. Et Hugues, M. Lapierre, quel est le rôle des consultants dans le cadre des projets en milieu humide ou hydrique? C'est une bonne question. En fait, le rôle du consultant, j'essaie de me le résumer de trois façons. C'est un, d'être capable d'offrir aux promoteurs, quels qu'ils soient. Là. On a vraiment des promoteurs de toute nature et de tout type de projet. C'est une image. Quels sont l'état des lieux? Là? Quel genre de milieu sur lequel ils vont interagir? Ça, c'est le côté biologique, mais il y a tout le côté réglementaire aussi où on les accompagne beaucoup parce que les attentes réglementaires se sont modifiées au fil du temps, puis les gens sont très peu souvent aguerris à ce niveau-là. Puis si tu mélanges les deux, là, il faut trouver des solutions. Fait que c'est un peu comme ça le rôle que je vois du consultant, c'est vraiment donner une image fidèle de ce qu'il y a sur le terrain, puis comment on va réussir à travailler à travers tout ça. Parfait. Donc, il y a une question que je vous poserai à tous les deux, c'est pourquoi on veut protéger les milieux humides et hydriques? Donc, pourquoi nous les protégeons? Alors, peut-être M. Branchot dans un premier temps, puis Hugues Lapierre par la suite. Il y a deux raisons principales. D'abord et avant tout, les milieux humides, ce sont des habitats pour la faune, pour la flore. Et avant d'être un milieu humide comme tel, un espace d'eau, ce qui distingue un milieu humide naturel d'une piscine, c'est que ça permet donc d'être l'habitat d'espèces. Ce sont des milieux extrêmement riches au niveau de la biodiversité, donc qui jouent un rôle important là, dans l'ensemble des dynamiques là, des écosystèmes. Donc, il faut absolument protéger ces milieux-là. Un autre élément important pour la protection des milieux humides, c'est lié aux services écosystémiques qu'elles rendent à l'humanité. On pense entre autres à la rétention d'eau, à la prévention d'inondations. Donc, on peut aligner une panoplie de services écologiques que jouent les milieux humides. Voilà, c'est les deux principales raisons que je vois là, pour lesquelles on doit absolument protéger nos milieux humides. Et M. Lapierre, pourquoi protège-t-on les milieux humides et hydriques? Je ne peux pas faire autrement que renchérir sur ce que M. Branchot mentionne. C'est en tant que consultant, puis comme on est souvent à côté des gens qui ont des actions sur le milieu qui, malheureusement, dans une grande majorité du temps, ont des impacts, hein, des fois significatifs, des fois moins significatifs. On est vu comme ceux qui ne les voient pas avec une importance. Mais au contraire, puis je le dis souvent, il faut les protéger, les milieux humides. Là, la question, c'est toujours lesquels, c'est toujours quelle quantité, parce que, comme l'a dit M. Branchot, il y a une biodiversité qui est associée aux milieux humides qui est importante. Près du tiers, je pense, des espèces menacées vulnérables sont inféodées, ont leur cycle de vie associé directement à ce type de milieu-là. Donc, c'est juste sur cette base-là, c'est super important. Les services écologiques, c'est vrai. Là, après ça, on va tranquillement rentrer dans ce détail-là de dire, bon, mais quels sont les vrais services écologiques qui sont donnés par tel ou tel milieu? Puis là où souvent, c'est là où nos chemins commencent à, des fois, se devenir plus parallèles que d'être convergés avec les gens qui sont en conservation. C'est, des fois, on leur prétend des fonctions qui ne sont pas nécessairement vraies. Puis je trouve ça
malheureux parce que le côté éducation se fait peut-être pas justement auprès des gens qui vont vouloir avoir des impacts. Là. Fait que là, s'ils comprennent pas bien ça, c'est difficile après ça pour nous, consultants, de les convaincre de peut-être modifier ton projet, telle façon, telle façon. Fait que les fonctions écologiques sont vraies, mais pas toujours toutes vraies. Puis l'autre élément, c'est est-ce qu'on oublie tous les autres milieux naturels, leur place, leur rôle, en se concentrant des fois trop fortement sur les milieux, juste sur les milieux humides? Ça aussi, c'est un élément. Mais sont-ils importants? La réponse, c'est oui. Mais elles font partie de l'ensemble. Il y a ça aussi, cette espèce de mise en contexte-là que je trouve importante de faire quand on parle des milieux humides, plutôt que de se concentrer, là, sortir. Peut-être parce que c'est le forestier en moi là, qui ressort, mais des fois, il faut se décoller le nez sur l'arbre pour voir la forêt. Puis les milieux humides, c'est une partie de l'équation. Bon, on est encore d'accord, M. Lapierre. Il faut protéger nos forêts, il faut protéger nos boisés, il faut protéger nos friches, il faut protéger nos milieux humides. Il faut protéger le maximum de nos écosystèmes, surtout dans des endroits où on est dans un déséquilibre au niveau de la protection. Maintenant, ma prochaine question porte sur la fameuse séquence, la séquence éviter, minimiser, compenser. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette séquence, l'expliquer à nos auditeurs, puis comment elle est mise en œuvre au Québec? Puis là, je commencerai par M. Lapierre. Bien, premièrement, en fait, on a la chance qu'il y ait eu une certaine modification dans l'approche. Faut plus le voir comme une séquence, faut le voir comme quelque chose qui est plus en parallèle. Donc, toute action où il y aurait un impact sur les milieux humides doit être commencer à être réfléchi, dire par une série de réflexions. Donc, l'évitement, c'est de dire, ben, suis-tu vraiment obligé de faire mon projet à cet endroit-là? Là? Y aurait-tu, si j'avais 3 choix de 3 lieux différents, puis qu'il y en avait 2 qui avaient des milieux humides, puis qu'un qui n'en a pas, pourquoi j'irais choisir celui qui a des milieux humides? En partant, c'est la base de dire, cherchons à les éviter. Des milieux humides, comme il y en a moins sur le territoire que d'autres types de milieux, ben, on se donne une chance en partant. Si l'impact ne peut être fait ailleurs, pour des raisons, ben c'est un agrandissement de quelque chose, c'est une passerelle qui doit passer par-dessus une rivière, donc je ne peux pas la faire ailleurs. Je veux dire, je peux pas avoir une autre fonction que de passer. Donc, j'ai un impact assurément. Comment je peux le faire, mon travail, pour qu'il y ait le moins d'impact possible? Puis ça, c'est autant dans la conception, est-ce que je vais avoir tel type d'infrastructure versus une autre, ou dans la façon dont je vais la mettre en place, donc tout le processus de construction. Tu peux être très destructeur dans ton processus, comme tu peux être beaucoup plus précautionneux. Puis, malgré tout ça, j'ai eu des impacts ou je vais avoir des impacts. Comment je peux essayer de contrebalancer la chose? Je vais couper des arbres, donc je vais essayer d'en replanter 1,5 pour chaque arbre coupé. Donc oui, j'ai une perte, mais tu sais, j'essaie de la compenser. Il y avait un milieu, je me suis concentré sur un milieu qui était d'une valeur écologique qui était peut-être so-so, bien qu'un milieu humide. Bon, ben, je vais essayer peut-être d'en recréer un qui va avoir de plus belle qualité dans un endroit où on va capitaliser sur d'autres choses. Donc, comment je vais pouvoir contrebalancer l'impact que j'ai pu avoir. Donc, c'est vraiment ces 3 éléments-là, puis qu'on a longtemps trop vu comme une séquence vraiment purement verticale. Puis, d'un côté, tu avais les gens qui disaient, bon, mais l'évitement, c'est la seule chose. Puis, tu avais ceux qui disaient, bon, regarde, en bout de ligne, je vais rien compenser, puis je me fous du reste. Là. Tu sais, non, c'est pas linéaire. J'aime mieux le voir en parallèle, et c'est 3 choses qui doivent être vues pour en arriver à un projet qui va s'insérer, parce qu'on n'a pas parlé du grand concept, mais c'est ça du développement durable. Je veux dire, le développement, il y a malheureusement une action qui est faite, mais comment cette action-là peut ne pas mettre en péril l'ensemble des choses? Fait que ça s'insère, moi, je trouve, là, cette séquence-là. En fait, il faudrait enlever même le mot de ma bouche, séquence, mais ces 3 actions-là au sein du développement durable. Ce triptyque. Alors, M. Branchaud? Oui, un nom. Ouais. Ben, je ne reviendrai pas sur l'explication des termes puis de comment c'est appliqué. Je dirais tout simplement que, dans ma perspective, c'est un énoncé de principe. C'est même un énoncé marketing. Dans les faits, ça colle très peu à la réalité, puis on est encore dans une dynamique d'un régime d'autorisation des projets. Ça colle pas à la réalité, cet énoncé de principe-là. Les projets d'un promoteur privé qui a acheté un terrain quelque part et qui veut le développer en milieu humide,
l'alternative est là. Je veux dire, il n'y a pas d'alternative. En fait, il doit il doit construire son projet à cet endroit-là. Puis après, on a développé au fil du temps une espèce de principe où ça mène inévitablement, dans plusieurs cas, donc à la compensation, un principe sur lequel moi je m'oppose complètement. On devrait avoir une approche davantage d'évaluation de l'importance des milieux humides plutôt que d'aller vers ce principe-là. Et dans les faits, ça fonctionne pas. On n'a pas de démonstration claire qu'on réussit véritablement à compenser au Québec. Donc, c'est davantage du marketing que de la conservation. Monsieur Lapierre, est-ce que vous partagez ce point de vue? Ben, en fait, oui et non. Il y a plein de choses que M. Branchaud mentionne que je vois dans le même sens que lui. Je peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on a la preuve que la compensation fonctionne? Pour l'instant, on l'a pas, ce chiffre-là. C'est une intention. Il y a des dollars qui ont été mis. Il y a des aménagements, il y a des projets qui ont été mis de l'avant. Mais tu sais, je serais très malhonnête intellectuellement de dire oh, oui, ça fonctionne. T'sais, non, il y a le système est là. J'y crois, par contre. J'y crois que ça peut être une bonne solution, mais les preuves sont pas sur la table. Ça, c'est certain. Le problème restera toujours le même, c'est comment on veut réussir à faire du développement sans rien briser, c'est impossible. Puis des milieux humides, ben il y en a énormément plus, puis là je parle par pure définition, pas des milieux humides d'importance, mais par simple définition, que ce qu'on croit, donc on en croise tout le temps. En tant qu'accompagnateur des gens qui font des projets, ce qui est toujours malheureux, puis ce que M. Branchaud soulève là, c'est je l'entends constamment, puis autant de nos homologues qu'on a au ministère qui évaluent et qui, au grand désespoir de M. Branchaud et d'autres de gens, ils font qu'autoriser les projets. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est il y a eu souvent, je ne dirais pas tout le temps, ce serait mentir aussi, mais souvent le processus de choix. Combien de fois j'ai des clients qui m'appellent, qui me demandent un avis général d'un site, puis on ne parlera pas de ce terrain-là, ils vont essayer d'en trouver un autre. Ça fait que ça existe. Donc, l'évitement, il existe vraiment. C'est sûr que, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la majorité des terrains au Québec appartiennent toujours à quelqu'un actuellement. Fait que c'est soit cette personne-là qui va faire une demande pour faire un projet ou qui va se faire offrir par quelqu'un de l'acheter pour faire un projet. Mais ils appartiennent tous à quelqu'un, donc c'est sûr que toujours cette intervention-là va rester. Fait que, est-ce que de se concentrer. Autre élément sur lequel je vais dans le sens de M. Branchaud, quand il dit qu'il faut se concentrer sur quels sont-ils, ces milieux-là, puis lesquels on devrait peut-être protéger. Peut-être que je fais une distorsion de ce que vous avez dit, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Ça, oui. Et j'ai bien hâte qu'on ait une vision encore plus précise de tous ces milieux-là. Ça va nous aider à protéger ceux qu'on doit protéger et de laisser aller ceux qu'on n'a pas le choix de laisser aller parce qu'on fait du développement. Puis, tu sais, moi, je le vois au sein des communautés métropolitaines ou bien les villes qui se développent. Puis là, ils se développent. Donc, on continue malheureusement à impacter de plus en plus de milieux. Ben, on essaie de voir comment on pourrait en toucher moins, mais il y en a partout. Ce que je dis souvent, les beaux terrains, parce qu'il n'y a pas de milieu humide, qu'il n'y a pas de conditions géotechniques impropres à la construction ou très, très, très compliquées à gérer, ou qu'il n'y a pas de contamination, cherchez-les. Il n'en reste plus beaucoup. Donc, on est toujours confronté à ces enjeux-là. Fait que si on parle des milieux humides, on va continuer à les toucher. Puis j'espère qu'on va continuer à les autoriser. Mais savez-vous, j'espère qu'on va continuer à les autoriser dans un contexte dans lequel on est aujourd'hui. Parce que j'essaie de me faire toujours faut savoir d'où on vient pour voir où est-ce qu'on va. T'sais, quand est-ce qu'on a commencé à autant s'en préoccuper? J'aime à croire pas trop vieux professionnel, mais c'est pas mal dans mes débuts que ça a commencé à devenir un sujet d'actualité. Puis moi, j'ai toujours 2005 là, comme étant l'espèce de threshold où ce que le ministère de l'Environnement a commencé à être un peu plus présent sur cette question-là. Fait que ça fait quand même pas super longtemps, bien que le temps avance. Donc, on a beaucoup à apprendre. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, la connaissance qu'on a maintenant des milieux humides, elle est beaucoup plus grande. Nos approches se sont améliorées, la cartographie s'est améliorée, donc la connaissance s'est améliorée, mais il y a encore du chemin à faire. Merci. Est-ce que vous vouliez réagir à ces propos, M. Branchaud?
Ouais, je pense que la préoccupation de protection des milieux naturels, des milieux humides remonte à plusieurs centaines d'années. Donc, je vais m'inscrire en faux là, sur ce petit principe-là, sur cette affirmation-là. Mais bon, c'est une déformation, je pense, de notre époque là, de croire qu'on a inventé la préoccupation environnementale. Pour ce qui est d'une façon générale là, de la protection des milieux humides, effectivement, il y a la composante qui est sur l'importance des milieux humides par rapport à leur rôle écologique, mais également, on doit mettre en perspective la localisation géographique et l'historique de destruction des milieux humides dans des endroits. Donc, on doit avoir des cibles de maintenir un certain pourcentage de milieux humides. Et malheureusement, dans les secteurs très urbanisés, on est rendu à un moment dans l'histoire où il y a un déséquilibre au niveau de la protection des milieux humides et on doit, dans la mesure du possible, protéger le maximum de milieux humides, peu importe leur valeur écologique. Donc, il y a cette composante-là aussi qui est importante à prendre en considération. Et en ce moment, dans un système de régime d'autorisation, ce volet-là de mise en perspective du rôle des milieux humides dans des endroits où on en a perdu trop et beaucoup trop, c'est pas une composante qui est prise en considération. Et j'ajouterais, pour renforcer cet élément-là, que même en ce moment, dans le cadre juridique actuel, la présence d'espèces menacées ou vulnérables n'est même pas prise en considération dans la protection des milieux humides. Donc, on est vraiment dans le pire cas en ce moment. Puis au niveau de notre compréhension, vous avez mentionné qu'on comprenait mieux les milieux humides. L'approche qui a été prise jusqu'à maintenant pour cartographier les milieux humides, c'est fait selon un certain nombre de critères qui permettent pas nécessairement de capturer, excusez l'anglicisme, mais certains des milieux humides qui jouent des rôles absolument essentiels là, pour la protection de la biodiversité. Donc, on est vraiment dans, malgré toute cette réflexion-là, toute l'intensité du travail qui a été fait pour protéger nos milieux humides, c'est assez désolant de voir qu'on n'est pas plus efficace en ce moment en 2020-2021 pour arriver vraiment à protéger ce qu'on doit protéger. L'exemple de Longueuil des derniers jours là, avec la rainette Fourillon l'illustre bien à quel point, malgré des preuves scientifiques évidentes de l'importance de milieux humides pour la reproduction de la rainette Fourillon, on n'arrive pas à mettre en place une mesure de protection et il va probablement falloir que le gouvernement fédéral intervienne de façon musclée pour protéger ce site-là. Là, je pense que c'est toute la question de qu'est-ce qu'un milieu humide, lequel on devrait protéger. Puis là, je vous amènerai un peu sur la définition de la loi sur la qualité de l'environnement, dans laquelle on retrouve définis milieux humides et hydriques. Est-ce que, selon vous, la définition qui est prévue dans la loi et les règlements, elle est adéquate, la définition de milieu humide ou hydrique? Et puis, M. Branchot, vous pouvez débuter. Oui, je pense que c'est une très bonne définition je pense, qui est exhaustive. C'est sûr que dans une définition, on peut pas tout inclure les nuances, les composantes, puis la définition a peut-être les désavantages de sa qualité, c'est-à-dire qu'elle englobe peut-être un peu trop de choses, puis après, ben, ça demande nécessairement une vérification terrain de l'importance de ces milieux-là. Donc, ultimement, j'en arrive, moi, à la conclusion qu'on devrait avoir suffisamment de personnel dans les ministères pour pouvoir faire une évaluation au cas par cas, plutôt que d'avoir un régime comme actuellement où on laisse aux promoteurs la responsabilité d'aller évaluer si c'est un milieu humide ou pas. Moi, je pense à un exemple qui s'est déroulé derrière chez moi, à la prairie, où un milieu humide où il y avait des poissons, des tortues, des amphibiens, des plantes aquatiques submergées a été considéré comme un milieu non humide, donc qui cadrait parfaitement dans la définition officielle du ministère, donc de la loi. Alors, je pense que
il y a un problème réel là, dans la dynamique d'identification des sites dans une approche un peu de travail avec les consultants, avec les pressions des promoteurs. Puis au final, on n'arrive pas à vraiment protéger nos milieux humides. Donc, au-delà des définitions, je pense qu'il faut sortir de la réglementation toute cette complexité-là j'ai plusieurs connaissances, amis, avocats, avocates qui regardent, par exemple, le RAFI, le règlement là, sur les impacts, qui arrivent même pas, après plusieurs années, à vraiment comprendre toutes les subtilités de cette réglementation-là. Il faut fournir à la fonction publique des politiques, des lignes directrices claires avec une approche dichotomique pour pouvoir opérer dans l'administration des autorisations. Puis en ce moment, la fonction publique est mise devant une espèce de flou artistique complètement inefficace. Donc, une belle définition, mais un cadre juridique, un cadre réglementaire qui entoure ça, qui ne permet pas ultimement de protéger nos milieux humides. Et Monsieur Lapierre, qu'est-ce que vous pensez, vous, il y a des propos de M. Branchaud, mais de la définition qu'on retrouve dans la loi de milieux humides et hydriques? Bien, je reviendrai sur la définition parce qu'il y a plusieurs éléments que M. Branchaud a mentionnés qui évidemment, là, me font friser les oreilles. Puis ils en doutaient bien en le disant, là, mais je peux pas dire autrement. C'est je ne veux pas penser que je vis dans un univers où tous les consultants sont de mauvaise foi. Parce que c'est ce qui s'est passé dans un cas comme ça, lorsque vous, en tant que biologiste, vous voyez très bien que derrière chez vous, c'était une évidence, comme le nez dans le visage, que c'était un milieu humide, puis que soudainement, il y a un rapport qui aurait été démontré au ministère qui en faisait pas le cas. Je pense que ça, j'aime à croire que c'est une minorité de cas qui sont comme ça, parce que j'en fais depuis de nombreuses années des rapports, j'en lis beaucoup des rapports, on a beaucoup d'amis consultants ou compétiteurs consultants dont je vois le travail. Je suis pas prêt à dire que tout le monde fait des rapports de complaisance. C'est éhonté de penser ça. Puis malheureusement, il y a des gens qui pensent ça, que parce qu'on travaille avec les acteurs du développement, automatiquement, on est à leur solde et on fait exactement ce qu'ils nous disent. Moi, je l'ai tout le temps dit à mes clients. Ben écoute, on va commencer. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, le rôle du consultant, c'est de donner une image fidèle. Puis quand ils me disaient, ouais, mais tu sais, parce que je comprends très bien leur intention, mais je leur mets très clairement la situation, c'est on va regarder ce qu'il y a là. Puis on va mais faut pas déformer ce que j'ai dit. J'ai pas dit que tous les consultants étaient comme ça. Ce que j'ai dit, c'est que le modèle, à mon avis, est complètement inefficace. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Entre autres, est-ce que vous seriez d'accord pour que les rapports des consultants soient rendus publics? Parce qu'en ce moment, c'est une des grandes problématiques. C'est très difficile d'obtenir ces documents-là. Parce que dans les demandes d'accès à l'information, la plupart du temps, oui, puis on peut pas avoir l'information. Donc, ça laisse croire que d'une façon générale, le travail est pas nécessairement toujours bien fait. Je pense que la transparence, elle est super importante. Puis moi, j'ai toujours endossé cet élément-là. Beaucoup de gens s'insurgeaient sur le fait que les informations allaient devenir disponibles. Malheureusement, bon, ça va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, là, mais tu sais, c'est clairement dans l'intention du gouvernement. Et tout ce qui va être déposé va devenir disponible. En fait, puis même ce que je vous dis là, pas plus tard que là, quelques semaines, une demande d'accès à l'information a été présentée dans un grand projet auquel on a participé. On s'est fait demander, voulez-vous biffer des trucs? Puis nous, on l'a pas fait. Mais ce sera même plus la norme. La norme va être, quand vous déposez, là, si vous ne le dites pas tout de suite ce que vous voulez pas voir, que vous jugez un secret industriel, parce que c'est la seule chose qui va pouvoir être potentiellement non rendu disponible, tout le reste va commercial, secret industriel ou commercial. Commercial, c'est ça. Donc, moi, je suis tout à fait ouvert à ça parce que ça va venir aider justement à dédramatiser des choses puis qu'on se concentre sur les véritables problèmes. Donc, ça, c'est un élément. Puis je pense que d'abord, on dit maintenant peut-être plus la même chose. Il y a un besoin de transparence. C'est évident. Il faut pas passer par là. Je veux dire, ça vient polluer tout le concept de la conservation et du développement durable. Tu sais, je veux dire, on peut pas faire du développement durable si on le fait pas vraiment de façon durable. Puis là, de dire que
de faire semblant qu'il n'y avait pas de milieu humide, c'est une mauvaise chose. Ça, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Donc, ça, il faut faire bien attention. Est-ce que le système donne les moyens à nos homologues qui sont au ministère pour faire leur travail et remplir leur mission? Ça, je pense aussi, malheureusement, il manque de ressources pour faire ce qu'ils ont à faire. Puis, c'est à nous, les consultants, de fournir dans le domaine puis là, toujours des coûts-bénéfices, parce qu'il y a un client qui paye, donc on doit donner ce qui nous est imposé. Puis là, voyez-vous, là, avec à partir du 31 décembre 2021, il y a encore plus d'informations qui devront être fournies au sein des rapports qui vont être déposés en appui pour des demandes d'autorisation. Donc, tu sais, je pense que ça l'a passé encore à un autre niveau pour donner plus de moyens au ministère de porter jugement adéquatement. Là où j'ai un problème, c'est justement parce que le cadre, si on le laisse trop large, j'ai trop souvent vu également des projets de nature tout à fait similaire être traités de façon totalement différente d'une régionale à une autre, parce que ce sont des individus différents et c'est normal, tout le monde a ses propres valeurs, puis là, on fait affaire avec des humains. Ça amène ce danger-là. Puis là, je dis danger parce que c'est pas honnête pour un projet d'être traité de façon différente alors qu'il aurait les mêmes impacts. Ça ramène ce que je disais, quand je disais que la connaissance au niveau des milieux humides et des fonctions, elle s'améliore au fil du temps, mais ça va permettre de porter des jugements peut-être plus réels sur, OK, on se permet-tu de le laisser tomber ce milieu-là ou bien non, je tiens mon bout, puis non, on va l'empêcher le projet. Dans ma carrière, ça m'est arrivé fréquemment de partir d'un projet X et j'ai tout le temps dit les processus de demande d'autorisation, parce que oui, on vit dans un régime d'autorisation et si je me fais, je suis plus, je mets dans vos souliers, M. Branchaud, je peux comprendre que ça devait être, c'est fâchant de se dire, voyons, on dirait qu'ils sont tout le temps autorisés les projets. On est dans un régime comme celui-là, c'est vrai. Mais j'ai trop souvent vu les projets s'améliorer à cause du processus que je vais toujours le défendre. Aussi fâchant ça puisse être, malgré toutes les discussions et interminables demandes d'informations que certains des analystes peuvent nous faire, je sais fondamentalement que le processus amène à une amélioration du projet. Donc ça, j'y crois fermement à cet élément-là. Puis la définition dans la loi, est-ce que vous pensez qu'elle est adéquate? C'est ça, là, j'en arrive à la définition. La définition, on en a besoin. Il y a des éléments qui la rendent par contre trop large. Puis c'est encore là, ça nuit, je trouve, au processus de se concentrer sur ce qui vaut la peine. Les deux mots qui me reviennent toujours en tête, c'est les fameux sols. Donc, lorsqu'on se concentre que sur la nature des sols et qu'on ne connaît pas assez ça et qu'on sous-estime la quantité de sol hydromorphe, parce que j'aime à croire que quand on fait notre travail, justement, je suis obligé de le qualifier d'hydromorphe, même si je regarde mon milieu et je ne lui concéderai pas de fonction écologique particulière associée aux milieux humides, nonobstant le fait que ce serait un milieu naturel, là, ça resterait un milieu naturel, mais c'est pas vrai que je le qualifierais de la même façon, mais le système ne me le permet pas. C'est un milieu humide, on ne tient pas en compte les fonctions écologiques, voici, c'est ça que tu devras faire et payer la compensation en fonction de ça. Le deuxième, c'est les cours d'eau. Où là, la définition est tellement large qu'il y a trop de projets que j'ai vus pervertis. Puis là, je pèse même pas, je pèse mes mots en disant pervertis parce qu'il a fallu faire des pirouettes pour changer le projet parce qu'on ne pouvait pas toucher au sacro-saint cours d'eau. Puis j'en ai des cours d'eau que j'ai pu demander la destruction, mais la majorité du temps, il y a comme une espèce d'aura de non-destruction sur les cours d'eau. Et l'ensemble de l'œuvre était bien moins bonne que si on avait permis la destruction de cette zone d'écoulement-là, parce que c'est le terme que j'aime apprendre quand on ne sait pas si c'est un fossé, si c'est un cours d'eau, il est intermittent. Donc, cette zone d'écoulement-là n'avait pas de raison d'être tant protégée que ça. Donc, j'espère que ça va s'améliorer dans le temps, cette notion-là de cours d'eau, pour raffiner qu'est-ce qui est un cours d'eau qu'on devrait protéger, mieux protéger les bandes riveraines des cours d'eau. Ça, ce serait un tout autre débat qu'on pourrait parler longtemps sur les milieux humides et hydriques là, à protéger, donc avoir des plus grandes bandes riveraines à bien des endroits. Donc, cette définition-là qui trop large des cours d'eau amène bien des problèmes. Donc, ça, l'hydromorphe, cours d'eau, c'est deux choses à améliorer pour moi là, au sein de la réglementation au cours des prochains, on va dire les prochaines années. Je vais dire les prochains mois, j'en demanderais trop, là, donc au cours des prochaines années.
Merci. Vous, pour les deux, vous avez probablement tous les deux pris connaissance en 2020 d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université Laval qui avait publié un texte intitulé, c'est un document, là, Possibilités et limites de l'encadrement juridique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables au Québec. Puis dans ce rapport, on conclut à une insuffisance des normes minimales pour la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable. Est-ce que vous avez une pensée sur cette affirmation? M. Branchaud, voulez-vous? Comme je vous disais, Mme Lauzon, moi, ces deux volets-là là, sur les plaines inondables, je n'ai pas eu le temps de vérifier beaucoup là-dessus. On pourra couper ce petit bout-là, mais je peux quand même me prononcer sur le fait que, d'une façon générale, que ce soit sur le littoral, la bande riveraine, les milieux humides, les cours d'eau aussi, notre façon de protéger l'environnement au Québec en ce moment est basée beaucoup sur des caractéristiques physiques, biophysiques de ces milieux-là. Et on est comme complètement désincarné des valeurs écologiques réelles et de la présence de biodiversité dans ces milieux-là. Et là, c'est très problématique et ça fait en sorte que dans la dynamique d'autorisation, on va aller consulter un ministère qui n'est pas le ministère de l'Environnement, qui joue un rôle important, entre autres le ministère de la Faune, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et il n'y a pas de base légale dans ces outils-là pour venir prendre en considération véritablement les enjeux importants au niveau de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment une problématique majeure dans l'application du système d'autorisation ou de protection. Il faut absolument changer la gouvernance environnementale au Québec pour permettre une meilleure inclusion de ces éléments-là et renforcer les considérations, les déclencheurs de protection avec la présence d'espèces, entre autres menacées ou vulnérables, qu'elles soient fauniques ou floristiques, et d'autres attributs importants au niveau de la protection de la faune, des aspects de corridors fauniques. Il faut absolument intégrer ça dans notre vision et je pense que ça serait bénéfique dans la façon de donner suite à un des commentaires de M. Lapierre qui disait que la définition des milieux humides était trop inclusive. Si on vient baliser avec des considérations autres, ce qui est un milieu important à protéger d'un milieu qui ne l'est pas, à ce moment-là, on va pouvoir aller vraiment opérer et travailler sur les bonnes choses plutôt que de perdre notre temps sur des pacotilles là, de milieux qui n'ont pas véritablement de valeur. Donc, cet énoncé-là, cette façon de fonctionner-là au niveau d'un changement de gouvernance, je pense qu'elle s'applique autant en termes de protection des milieux hydriques, du littoral et des milieux humides. Et M. Lapierre, est-ce que vous voudriez réagir aussi? Ben, en fait, moi aussi, j'ai eu le même feeling par rapport à ce rapport-là que j'avais vu passer, mais bon, à un moment donné, on manque de temps pour tout lire ce qu'on aimerait être capable de lire. Donc, ce que j'en avais retiré quand je l'ai quand même regardé rapidement, ben, c'est sûr que la protection des milieux littoraux et rives et son inondable, elle est insuffisante. La preuve en est, on va remettre à jour tout le système. Donc là, ce qui nous manque, c'est vraiment vers quoi ça va être tourné d'un point de vue réglementaire, parce que c'est ce qui nous a été présenté et peu éloquent sur la conséquence vraiment au terrain. Mais il y a une chose que j'ai remarqué dans leurs documents, c'est qu'ils se basaient beaucoup sur de vieux rapports qui présentaient des portraits qui étaient pas positifs, là. J'étais d'accord avec eux, mais qui ont changé depuis le temps. Donc, bien qu'il est sorti en 2020, certaines des prémices sont un petit peu plus vieilles et justement parce que, bon, s'il n'y avait pas eu du tout de mouvance par rapport à la future politique de protection, on va l'appeler la future politique là, pour l'instant, de protection des rives et du littoral, là, parce que tant qu'à moi, on n'en sait pas assez. Puis je me demande, par contre, est-ce que le rapport a été la dernière bougie d'allumage pour qu'il se dépêche à le terminer? Là, il y a peut-être, ou si c'est peut-être un concours de circonstances, mais qui fondamentalement est positif parce que, tu sais, dans la protection des milieux littoraux puis des zones inondables, il y a beaucoup plus un volet protection des biens publics là, puis de la protection des humains
que de l'environnement, tant qu'à moi, au niveau des zones inondables. Au niveau de la protection, par contre, des bandes riveraines, là, je vais dire un gros mot, puis je le sais que c'est pas nécessairement très bien reçu partout, mais je pense que ça va être mon prochain cheval de bataille des prochaines années. Les bandes riveraines en milieu agricole sont tellement minces et on a tellement un grand territoire agricole qu'il y a un grand impact au niveau biodiversité qu'on se trouve à perdre, au niveau de la qualité de l'eau qu'on se trouve à détériorer parce qu'on n'a pas des bandes suffisantes. Puis le niveau inondable aussi, parce que tous ces grands territoires-là qui retiennent pas assez longtemps nos eaux, convergent plus rapidement à des plus grandes rivières qui, elles, débordent et ont des impacts importants. Donc, est-ce que la politique va donner un petit coup de barre à ce niveau-là? Puis coup de barre veut dire coup de barre social et économique, parce que c'est pas vrai qu'on va imposer à tous nos agriculteurs de perdre, mettons, s'ils respectent parfaitement, ils ont juste un 3 mètres de bande riveraine, donc de leur enlever un 7 mètres de chaque côté de l'ensemble de leur territoire de production, alors que nous, société, leur demandons d'être plus productifs, puis l'indépendance alimentaire, puis on veut être capable de nourrir tout le monde. C'est deux enjeux qui se confrontent fortement. Est-ce que la politique pourra aider à tranquillement ramener le bateau à bon port? Là? Ça, c'est un élément qui m'intrigue. Puis comme je dis, là, je lance un pavé dans la mare. Je le fais à chaque fois que je peux le faire parce que je pense que c'est un des prochains grands sujets où on pourrait agir, là, c'est les bandes riveraines, surtout en milieu agricole. Puis vous avez utilisé le mot politique à 2 reprises, mais je pense qu'on parle d'un règlement dans ce cas-ci. Oui, ben en fait, c'est que la politique qui a été présentée est tellement une politique mammouth. On n'a pas une politique qui a été présentée de la même façon qu'on avait la première politique de protection dérivée du littoral. Pour ça que oui, c'est une politique qui nous a été présentée. Elle va parler par règlement, mais comme on l'a présentée de cette façon-là, elle a perdu aussi cette espèce d'essence, de philosophie qu'on veut implanter avec une politique de protection des rives et du littoral et des zones inondables en la mettant à travers autre chose, là. C'est intéressant, cette terminologie-là politique. J'ai été fonctionnaire longtemps au ministère de l'Environnement du Canada, puis au Québec, on a souvent, on va faire des grandes politiques d'orientation, puis après, on va découler de ça des actions plus juridiques. On va développer des lois, des règlements. Et après, on laisse un peu ça à libre cours, ce travail législatif-là, puis on le donne dans le cours des fonctionnaires. Au niveau du gouvernement fédéral, il y a des documents d'orientation, mais une fois qu'une loi est adoptée, il y a souvent des documents de politique d'interprétation de la loi. Et ça, je trouve ça vraiment utile. On utilise peu cette méthodologie-là au niveau du gouvernement du Québec. Et je pense que ça ferait une différence sur aider l'appareil public à interpréter de façon adéquate les nouveaux outils légaux qui sont à leur disposition. C'est quand même étonnant des fois de voir des lois qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et que avocats et fonctionnaires ont de la misère à interpréter. Je trouve que ça nous rend pas très, très efficace, puis ça explique peut-être les piètres résultats qu'on a en termes de protection de notre territoire. Je peux vous dire que pour le règlement encadrant les activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le REAFI, le ministère vient de rendre public, là, ça doit faire à peu près 2 semaines, là, un guide d'interprétation. Oui, qui vient interpréter le REAFI. Donc, peut-être que le ministère commence à intégrer ce genre de commentaires, ce genre de guide. Tout à fait, puis c'est ça va nous rendre justement plus intelligents, mais le problème qu'on avait, c'est qu'il y en avait des guides et des politiques, mais elles restaient à l'interne au ministère de l'Environnement. C'était ça le problème, c'est qu'il fallait qu'ils rendent tout le monde plus intelligent à mieux comprendre la philosophie derrière l'interprétation. Mais là, je pense qu'avec un document de 600 quelques pages, on a un petit bout à devenir plus intelligent, là, essayer d'interpréter le REAFI, en effet. Oui. Mais ma prochaine question à vous deux, c'est le calcul et le coût de la contribution financière pour l'atteinte aux milieux humides ou hydriques qui est prévu par règlement. Est-ce qu'ils sont adéquats, selon vous? Peut-être M. Lapierre dans un premier temps? Sont-ils adéquats? La réponse, puis là, c'est une réponse que je prends un chapeau de promoteur, ben, c'est toujours trop cher. Hein? Ce sont des montants
trop important. Si je tasse ça, une espèce de réflexe, là, tout est toujours trop cher, il y a un effet pervers au système actuel qui me fait peur. C'est également un message que j'essaie de mettre dans l'univers pour qu'on en discute parce que je le vois réellement, des projets qui pourraient s'insérer dans un milieu X. Ça ferait plus de sens au niveau densification, ça ferait plus de sens au niveau transport. C'est là qu'il devrait avoir lieu. Mais le milieu humide qui est là impose une charge financière au projet du promoteur importante. Il se retourne, il va dans une autre région, pas tellement plus loin, et écoute, ça va être des 100, 150, 200 000 $ de moins. Quand on sait que sur 10, combien de projets finalement font faillite en l'espace des 3 premières années par manque de capitaux, ces premières sommes-là importantes à débourser font très mal à des projets. Et c'est l'effet pervers des coûts très élevés en compensation que je vois. Puis même des fois, même si on est en région éloignée, ben en région éloignée, les gens vont là pour des raisons X, des fois des moyens financiers qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais ils se ramassent avec un terrain qui leur coûte une fortune pour réussir à bâtir quelque chose. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors, même si des fois, en région plus éloignée, les montants sont moins élevés. Ils restent des fois proportionnellement très importants. Donc, c'est ça. Le chiffre, il est cher. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de le baliser autrement? Fort probablement, parce qu'il y a un effet pervers à cette somme compensatoire qui, bon, aussi, là, est-ce qu'on fait que payer ou il y aurait des travaux? Là, c'est un autre débat. Et M. Branchaud, votre avis sur le calcul et le coût de la contribution pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques? Ouais. Ben, moi, je m'inscris complètement en faux sur toute cette notion-là de compensation puis de paiement pour la destruction. Si on parle d'effet pervers, ça, c'en est un. On monétise la destruction de l'environnement. Je trouve que c'est pas une bonne approche. La valeur réelle de ce qui est compensé, en l'absence de véritables projets concrets suivis de cette nouvelle approche-là, de cette nouvelle politique-là, c'est très difficile de savoir si les gens payent vraiment la valeur de ce que c'est de refaire un milieu humide, parce que c'est supposément ce principe-là là, d'aucune perte nette. Moi, je dis souvent à la blague qu'il n'y a que de sales pertes dans certaines régions, puis on n'a pas réussi encore à faire la démonstration là, que l'argent qui était obtenu pour la destruction de milieux humides servait vraiment à construire de nouveaux milieux humides. Et quels milieux humides est-ce qu'on construit? Est-ce qu'ils ont la même valeur écologique que ceux qu'on a détruits? Est-ce qu'on est allé détruire des milieux naturels pour refaire des milieux humides, tout ça? Donc, c'est vraiment une dynamique très pernicieuse. Moi, je m'inscris complètement en faux là-dedans, puis on le voit dans la modification de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. On a encore introduit cette notion-là de compensation. On risque d'avoir des ministères qui sont sous-financés puis qui vont commencer à avoir des moyens pour opérer avec la destruction de la nature alors que leur mission, c'est de faire ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens de faire ça. Ça, faudrait pas, là. Il ne faudrait pas qu'il y ait du financement des institutions sur la base de la destruction. Là. Ça, c'est clair. Là, ce serait, Ben, la modification de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a mis la table pour que ça arrive en enlevant la Fondation de la faune du Québec là, certains instruments qu'elle avait pour aller chercher l'argent. Donc, ça, c'est très dangereux comme méthode. Puis ça soulève plein de questions sur ce qu'on fait par la suite là, avec ces sommes-là. Donc, ça c'est vraiment une problématique. Moi, je pense qu'on devrait identifier ce qu'on doit protéger, avoir le courage de protéger ça, et ensuite de laisser cours au développement aux endroits où on considère que c'est pas nécessaire de protéger. Ça servirait tout le monde de faire ça comme ça. Ça serait beaucoup plus efficace. Ça peut se faire à petite échelle en milieu urbain, ça peut se faire à grande échelle au niveau, par exemple, du plan Nord, où si on va atteindre nos objectifs d'un bloc de mettre à l'abri des activités industrielles, 50% du territoire du plan Nord, on a 50% de ce territoire-là qui est maintenant disponible
sans interférence quelconque de la part de la protection de l'environnement. On a juste à faire les projets de façon adéquate. Donc, il me semble qu'en termes d'un investisseur, puis en termes de prévisibilité, si on peut en arriver à ça, ça serait beaucoup plus efficace pour tout le monde, autant au niveau de la protection de l'environnement que des enjeux de développement économique. Fait que, je vais vous donner un exemple qui est réel. Tantôt, vous parliez, M. Lapierre, d'amélioration des projets. Dans un projet, justement, ici, en Montérégie, où il y avait de l'habitat de la Rainette-Faugrillon, tout le monde était d'accord qu'on avait amélioré le projet avec tout ça, des histoires de compensation. Alors, ce qu'on est allé faire, on est allé construire 4 étangs de reproduction pour la Rainette-Faugrillon. Alors, les 4 étangs de Rainette-Faugrillon ont été aménagés à un endroit où il y avait déjà des étangs de Rainette-Faugrillon, ce qui est en soi un peu un non-sens, mais plus encore, on a creusé des étangs qui sont devenus des étangs permanents, donc des beaucoup plus beaux étangs avec des quenouilles, tout ça. Mais ce faisant, on a favorisé des compétiteurs puis des prédateurs de la Rainette-Faugrillon. Donc, on a détruit un habitat qui était adéquat, qui est des milieux humides temporaires pour la rainette, en les transformant en milieux humides permanents qui sont pas adéquats pour la Rainette-Faugrillon. Donc, les gens, au niveau marketing, puis au niveau de la vente de ce projet-là, vont dire « Ah, ben bravo, vous voyez ce qu'on a fait, on a vraiment fait une amélioration. » Dans les faits, on a détruit les attributs écologiques qui étaient propices au maintien de la Rainette-Faugrillon à ces endroits-là. Fait que ça, c'est un gros problème qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la compensation? Comment on va engager ça pour avoir vraiment des résultats concrets? C'est un exemple réel qui fait, je pense, qui permet de lever des gros drapeaux rouges sur ce genre de politique-là. Bien, je suis content que vous dites des drapeaux rouges. Je pense qu'on doit améliorer la façon de le faire. Mais la question qui tue, c'est comment faisons-nous autrement? Quand vous dites de protéger 50, mettons, on va y aller simplement 50%, puis on laisse tomber l'autre 50%, je ne pense pas non plus que c'est une bonne façon de faire, parce que ce 50%-là protégé appartient à des gens qu'on doit dédommager. Donc, on va prendre cette somme d'argent-là où, ben, tu sais, la compensation monétaire reste une solution, je pense, applicable. Elle n'est pas idéale, là, mais il y a aussi une question d'applicabilité. On vit dans un régime de droit aussi. Il y a des gens qui vont vouloir faire valoir leurs droits, puis ils ont raison, parce que sinon, ce serait on laisserait faire la démocratie, là, ce serait plus on ne viendrait plus dans le même système. Donc, c'est cet amalgame-là des différents enjeux qui n'est pas facile. Puis je pense que c'est nous, en tant que professionnels, notre rôle, c'est de contribuer positivement à ça. Moi, j'adore les débats qu'on fait là, justement, pour que je sois contaminé par la vision de M. Branchaud. J'espère le contaminer un petit peu de mon côté, parce qu'il faut qu'on trouve des meilleures solutions. Le constat, je pense qu'on va s'entendre, c'est que la situation n'est pas idéale, là, loin de là. Puis on a encore beaucoup de problèmes à devoir régler, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette compensation-là des étangs vernaux qui auraient dû être faits, parce qu'ils n'ont pas fait des étangs vernaux, finalement, ils ont fait des véritables étangs. Ce n'était pas une bonne idée, même scientifiquement parlant. Là, je veux dire, pourquoi ils ont fait ça? C'est un mauvais choix, d'abord, de faire ce type d'étang-là. Donc, c'est pas la compensation, c'est pas la création qui a été une mauvaise chose, c'est la nature de la compensation. C'est ça, mais vous l'auriez fait où, cette compensation-là? Il faut tenir compte de la dynamique des populations de l'espèce, il faut tenir compte d'un paquet de facteurs qui font que c'est pas facile. Ben, c'est ça. Donc, la question initiale, c'est sur la valeur de ces compensations-là. Si on veut vraiment avoir un impact réel de compensation de la destruction de milieux propices à la Rainette-Faugrillon, la valeur réelle pour aller protéger puis offrir de nouveaux habitats à l'espèce, ça pourrait coûter beaucoup plus cher que les compensations qui sont exigées. Moi, je pense que vous parlez d'état de droit puis tout ça. Le droit évolue aussi. Les valeurs fondamentales de la société évoluent également. On l'a vu là, dans la Cour suprême l'année dernière qui a refusé d'entendre la contestation d'un promoteur sur le décret d'urgence là, qui a été mis en place là, pour la Rainette-Faugrillon. Au final, c'est tout à fait légal et légitime pour le gouvernement d'aller protéger des habitats en terre privée dans une situation où il y a une espèce qui
qui est menacé ou en voie de disparition. Donc, on est rendu là en termes de jurisprudence et il y a beaucoup de promoteurs qui ont acheté des grands terrains de milieux humides il y a très longtemps à des coûts très, très faibles et qui se sont dit éventuellement, on va faire des pressions pour pouvoir construire, puis il y a des nouvelles techniques, moi, j'ai toujours entendu les promoteurs dire, moi, je suis riche, moi, j'ai réussi dans la vie parce que j'ai risqué. Mais là, aujourd'hui, ces gens-là ont risqué en achetant puis en investissant dans des milieux humides, dans des endroits qui ont une importance au niveau écologique. Et le risque, c'est ça. D'un fois, tu gagnes, puis d'un fois, tu perds. Puis là, compte tenu de l'évolution des mentalités, compte tenu de l'évolution de la société, compte tenu de la crise majeure de perte de biodiversité, on en entend moins parler, mais elle est réelle, et des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité. Je pèse mes mots en ce moment. Compte tenu de l'importance de la protection des milieux humides dans la lutte et l'adaptation contre les changements climatiques, poser des gestes de protection du territoire, que ce soit en milieu privé ou en milieu public aujourd'hui, stratégiquement, c'est super important. Donc, tout ce développement-là dont on parle, ce développement durable-là, jaillit cette expression-là, ne va pas réussir à contrer les lois de la physique et des impacts qu'on va devoir subir dans les prochaines années qui vont être dramatiques. Donc, c'est pas d'être dramatique là, puis de faire. C'est juste ce que la science nous dit en ce moment. Donc, il faut agir rapidement pour ça et c'est pas être alarmiste ou c'est pas être dogmatique de dire si on va réussir à protéger rapidement les éléments importants à des endroits où on a vraiment des déséquilibres. Les gens du milieu des affaires vont toujours dire qu'il faut avoir une approche équilibrée. En ce moment, on a une approche complètement déséquilibrée. On détruit de façon systématique, dans un régime d'autorisation, à peu près tout. Il y a pas beaucoup d'exemples là, où on s'est levé debout et on a maintenu des milieux naturels d'importance. Puis quand on le fait, ben c'est souvent très, très politique, puis à la veille d'élections et tout ça. Donc, sérieusement, là, je pense que moi, je vous amènerais à la réflexion justement sur cette approche-là d'une meilleure prévisibilité pour les investisseurs avec une action concrète et rapide pour la protection des milieux humides et des milieux naturels. Et est-ce que je passe à la prochaine question ou si vous vouliez intervenir, M. Lapierre? En fait, parce que je vois le temps filer, puis c'est exactement le genre de débat qu'il faut qu'on ait. Puis là, j'aurais le goût de renchérir, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Mais le seul élément, c'est dans tout ce que M. Branchaud a dit, là où j'ai toujours le problème, c'est on fait quoi? Tout protéger les milieux humides, on est conscient, puisqu'il lui-même l'a mentionné, on ne peut pas le faire. Puis on n'a pas nécessairement besoin de le faire parce qu'il n'y a pas que les milieux humides. Puis là, ça veut dire qu'on met une cloche de verre partout, puis on arrête d'altérer des milieux naturels, milieux humides ou pas. Donc, on va toujours avoir ce problème-là. Puis l'autre élément, il faut faire attention de dire à quel point les milieux humides ont un rôle important. Ce n'est pas tous les milieux humides qui ont des rôles importants, puis ils n'ont pas tous les mêmes rôles. Donc, encore là, il faut orienter nos choix de conservation vers ce qui va vraiment valoir la peine. Puis le clin d'œil qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, les fameux plans de conservation des milieux humides et hydriques, là, les plans régionaux des milieux humides et hydriques qui s'en viennent, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la portée de ça, parce que c'est une des pierres importantes de ce prochain geste-là qui pourrait être plus sévère, de dire, nous, c'est clair, ça, on y touche pas, assurément, puis ceux-là, on va les regarder au mérite. Tu sais, c'est vers une tournure comme ça que ça s'en va, mais on ne connaît pas encore la portée de ça parce que, oui, vous avez raison qu'il y a plein de précédents juridiques, là, qu'on est dans une société de droit, puis le droit à la conservation, puis le droit à l'environnement est aussi très pesant maintenant, mais ça va être on ne veut pas que ça devienne qu'un débat juridique. Hein, c'est un débat qu'on veut, un débat de société, qu'il y a des choix qui soient faits, qu'on éduque nos gens,
puis que justement, les promoteurs, vous le dites, qui ont bien réussi, vont peut-être être de ceux, s'ils sont bien éduqués, qui vont être prêts à en laisser aller aussi un peu plus, parce qu'ils ont réussi dans un univers qu'ils veulent qu'il continue. Mais si on est trop coercitif, si on est trop protectionniste, si on est trop alarmiste, il faut faire attention à ça parce que c'est contre-productif. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous disiez qu'on l'est trop en ce moment? Qu'on fait trop de protection en ce moment? Non, mais dans le discours que vous avez tenu à un moment donné, il faut faire attention à ne pas dire justement qu'ils ont réussi, ils ont pris des risques. Oui, mais vous n'entendez pas les histoires de tous ceux qui ont tout perdu dans leur projet, puis c'est des individus qui ont la même valeur que vous et moi. Donc, il faut faire attention à cette... Non, mais en fait, ce que je disais, c'est que j'ai souvent entendu dire des gens du milieu des affaires dire moi, j'ai réussi parce que j'ai risqué. Alors, je voulais juste faire le lien entre ce que j'entends souvent avec cette discussion-là, avec la protection des milieux naturels. Quand une personne investit dans un milieu naturel d'importance à des fins d'en faire un profit pour le transformer en projet, souvent domiciliaire ou autre, cette personne-là prend un risque. Je dis simplement que quand tu prends un risque, parfois tu gagnes. Tu dois assumer les conséquences. Et parfois tu perds. Donc, il faut cette noblesse-là que ces gens-là se prêtent d'un fois d'avoir été audacieux et de risquer. Il faut l'assumer pleinement. Donc, dans certains cas, on perd. C'est un peu comme en conservation. Des fois, on prend des recours juridiques. Parfois, on gagne. Parfois, on perd. C'est rare qu'on perd. Est-ce que dans les travaux de restauration, hein, vous savez, la contribution financière, elle peut parfois être remplacée par des travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques. Puis, quel serait l'avantage de remplacer justement, ou quel est, parce que c'est pas quel serait, ça existe déjà, quel est l'avantage ou l'inconvénient de remplacer la contribution financière par ces travaux de restauration, de création? Puis je vais donner la parole à M. Lapierre. En fait, pour moi, l'avantage, si on peut offrir l'opportunité de faire des travaux, je l'ai tout le temps dit, puis j'y crois fermement, c'est qu'on peut faire plus avec moins. Les entrepreneurs, les promoteurs sont des gens de projet par définition, avec des moyens, puis des moyens mécaniques et des moyens financiers, mais des moyens mécaniques souvent qui rendent la possibilité de faire des travaux peut-être plus simples que si on prend, puis là je fais juste une comparaison un peu bête, mais tu sais, entre le même montant mis dans un fonds pour faire des projets versus je prends un montant similaire, puis je vais à l'interne faire quelque chose, je prétends qu'on serait capable d'en faire plus avec le même dollar. Donc, plus de superficie, créer plus de milieux humides et surtout, peut-être même des fois faire des milieux, parce que dans cet esprit-là, quand je parle de ça, plus à proximité de l'endroit où j'ai eu un impact, plutôt que de dire, ben ça va être dans le pool, puis là, ça va être un projet qui va être en tête de bassin, alors que mes impacts étaient plus en fin de bassin versant. Donc, il y a cet avantage-là de pouvoir faire des travaux d'un même souffle. C'est un suivi qui est beaucoup plus complexe parce que là, justement, le ministère aurait à faire ce suivi-là un peu moins organisé, hein? C'est ça. Puis, d'avoir des travaux compensatoires avec un gain écologique peut-être inférieur aux pertes, ça plane aussi. Le bel exemple que M. Branchaud parlait, là, c'est un exemple flagrant là, de faire des étangs, mais qui ne répondent pas finalement à l'enjeu principal qui aurait dû être pris en compte. Mais est-ce que, à cause de ces deux inconvénients-là, je ne crois pas qu'on ne devrait pas chercher à améliorer la possibilité de faire des travaux? La réponse est non. J'y crois fermement. Trop souvent, j'ai vu des projets où j'aurais pu proposer des trucs, mais bon, le contexte ne se prête pas du tout à ça. Alors, on ne peut pas, comme professionnel, proposer cette solution-là. Et M. Branchaud, qu'est-ce que vous pensez des travaux de restauration, de création de milieux humides et hydriques? Donc, la logique, faut rester dans un argumentaire logique quand on répond à une question comme celle-là. En ce moment, à l'échelle très globale, si environ les 2 tiers là,
des milieux terrestres qui sont fortement impactés par l'activité humaine. C'est énorme. On estime que c'est environ 75% des milieux marins. Des fois, on ne pense pas, mais il y a énormément d'impact des activités humaines aussi en milieu marin. C'est à une échelle là, qui est considérable. Puis, scientifiquement, l'UICN vient d'adopter une résolution là où, sur des bases scientifiques, on pense qu'il faut protéger environ 50% de notre territoire terrestre et marin si on veut penser pouvoir protéger les écosystèmes et la représentation de la biodiversité et tout ça, puis d'en avoir les bénéfices là, au niveau des ressources halieutiques, de tous les bienfaits là, que la nature nous procure. Donc, c'est quand même majeur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a déjà impacté davantage de milieux que les cibles de conservation qu'on souhaite se donner pour arriver à lutter contre les changements climatiques et arriver à contrer l'érosion de la biodiversité, ce qui nous amène nécessairement à avoir des actions de restauration. Maintenant, dans l'approche où on veut faire des approches de restauration à proximité des lieux où on fait des destructions d'habitats, ben là, on va être mis devant des contraintes aussi au niveau là, de l'accès des territoires pour faire de la restauration. À la limite des pancartes d'interprétation dans un parc existant, pour moi, c'est pas de la restauration. Peut-être qu'il y a des milieux qui étaient autrefois des milieux qui ont servi à d'autres usages qu'on pourrait reboiser ou transformer en milieu naturel, puis à ce moment-là, offrir davantage d'habitat pour la faune, pour la flore, puis aussi des milieux de proximité pour les humains, pour qu'il y ait accès à ça. Donc ça, c'est certainement des bonnes approches, mais on va être confronté à cet accès du territoire pour faire de la restauration, de la véritable restauration. Donc ça, c'est pas magique, là. Il faut quand même faire attention à ça. Puis inévitablement, puis vous avez fait un énoncé par rapport au territoire agricole tantôt, vous avez dit ça, c'est provoquant, mais moi, je vais en faire un énoncé très provoquant ici. La vision de développement durable, c'est qu'on regarde ce qui reste à développer, puis on dit, ben, on va y aller avec une approche équilibrée, on va développer, mettons, je sais pas, 50% de ce qui reste à développer, puis on va protéger le reste. Dans une génération plus tard, il va y avoir des gens qui vont avoir cette même réflexion-là. Il va rester des milieux à développer. Ils vont dire, ah, ben, écoute, on va y aller de façon équilibrée. On va développer 50% de ce qui reste, puis on va protéger un autre 50%. La logique de ça, c'est qu'ultimement, il va se passer ce qui s'est passé dans les dernières décennies et siècles, c'est qu'on va se retrouver dans certains secteurs avec à peu près aucun milieu naturel. Et là, l'idée de cette croissance continue, cette croissance économique continue, de cette croissance démographique continue, vient se heurter à tous ces beaux principes qu'on essaie de mettre en place sur la protection du territoire, puis la protection de la biodiversité, puis l'atteinte de cibles réalistes en termes de lutte contre les changements climatiques. Parce que donc, tout ça, vous êtes contre la croissance, M. Branchot? Ben absolument. Je pense qu'on est rendu à une époque où on doit juste physiquement se poser des questions. C'est des lois de la physique. C'est jusqu'à combien d'humains qu'on peut accueillir sur la Terre, jusqu'à combien de territoires qu'on peut empiéter comme ça sur la croissance. On est rendu là, dans l'histoire de l'humanité, à se poser ces questions-là. Puis, on devrait probablement, possiblement, travailler plus dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie des gens que d'avoir cette idée-là d'une croissance continue qui est exponentielle. On est dans un modèle de croissance exponentielle. Donc, il faut commencer à se poser ces questions-là et tous ces beaux principes, ces beaux règlements, ces belles politiques-là de protection du territoire, si elles ne sont pas accompagnées éventuellement d'une grande réflexion sur la croissance, elles ne serviront absolument à rien. Merci, M. Lapierre.
Écoute, je veux pas continuer dans cette veine-là parce que là, ça va prendre une autre capsule. Parce que là, on est dans philosophique et très important sur lequel se pencher. Là, je ne veux pas diminuer le pavé dans la mare que vous-même avez mis, M. Branchaud, parce que c'est une question fondamentale. Moi, la question qui me brûle toujours les lèvres, c'est de me dire, OK, une fois qu'on a dit ça, est-ce que chez nous, d'un point de vue plus micro, la province du Québec ou le Canada, avons-nous la même problématique dynamique de surcroissance versus la capacité de support du milieu versus d'autres milieux? Il y a ça comme question. Est-ce que oui, le fait de nos densifications, ça a été une erreur parce qu'on aurait dû être moins dense et plus intégré à chaque endroit, puis globalement, ce serait mieux. Il y a toute cette réflexion-là sur l'occupation d'un territoire pour en assurer la pérennité dans le temps. Tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'on fait des développements résidentiels et que au départ, les promoteurs, tu sais, quand on voit, bon, on pourrait essayer de... Parce que moi, je viens d'une école de pensée, je suis bicéphale là-dessus. Il y a les îlots de biodiversité qui sont importants, puis il y a les massifs. Donc, est-ce qu'on, dans un immense territoire, qu'on aurait un développement X résidentiel, est-ce qu'on va chercher à avoir plusieurs petits blocs ou un seul grand secteur pour protéger? Qu'est-ce qui va être meilleur à moyen long terme? Donc, c'est toute cette philosophie-là qui doit être constamment remise sur le tapis. Puis, pour ça, je dis, faut en débattre pour trouver la solution. Est-ce que la croissance... La question de... Parce qu'effectivement, la croissance, c'est un petit peu hors sujet, là, mais est-ce que la question de la compensation qui est remplacée par la restauration, la création de milieux humides et hydriques, vous trouvez que c'est une bonne chose? Bien, je persiste à croire que c'est une bonne chose, la compensation par travaux, parce qu'on doit en recréer. On en a perdu beaucoup. Autre temps, autre mœurs, donc on a un rattrapage. Mais si on veut continuer à croître, il faut continuer malheureusement à impacter des milieux, donc on va devoir en créer. Puis je crois fermement qu'on peut en faire. Comme je dis tout le temps à la blague, une tourbière, ça, c'est un petit peu plus dur à recréer. Ça me prend une glaciation et des millénaires. Mais il y a d'autres types de milieux humides avec des fonctions écologiques très intéressantes que l'on peut émuler. Ça, je suis profondément convaincu, mais il faut se donner les moyens de le faire. J'aurais eu d'autres questions pour vous, mais je voudrais qu'on puisse clore en vous demandant chacun de vous un dernier mot. Bref, qu'est-ce que vous diriez sur la question de la protection des milieux humides ou du développement économique en milieu humide? Monsieur Branchaud d'abord, Monsieur Lapierre ensuite. Ouais. Ben, on doit avoir une politique d'abord et avant tout de protéger nos milieux naturels qui restent dans certaines régions du Québec. Je pense que la priorité devrait être mise de ce côté-là. C'est la politique qui coûte la moins cher et qui va rapporter le plus, je pense, en termes de bénéfices pour la population. Donc, les mécanismes qui ont été mis en place récemment au niveau réglementaire poursuivent la politique d'un régime d'autorisation, ne permettent pas d'atteindre les objectifs de protection, puis on se retrouve devant, encore une fois, beaucoup d'aberrations au niveau des décisions qui sont prises au niveau de la destruction. Il y a beaucoup je dirais, de promesses au niveau de tous ces plans, au niveau de la protection des milieux humides, de toutes ces planifications territoriales. Mais si le passé garant de l'avenir, ce genre d'approche-là n'a jamais permis véritablement d'atteindre des objectifs concrets. On peut penser au PEMAD, par exemple, qui était, semble-t-il, la grande promesse là, pour protéger les milieux naturels dans la grande région de Montréal, dont les résultats se font attendre encore de façon très concrète. On continue à détruire des milieux un peu partout. Donc, il faut, je pense, regarder ça sur la base, d'abord et avant tout, d'une protection des milieux naturels. Puis ensuite, une fois que ça sera fait, je pense qu'on va créer un contexte favorable pour réaliser les projets de développement économique qui méritent de l'être. Merci. Et M. Lapierre? Un peu dans le même sens, mais j'y crois un peu plus, moi, aux outils de planification parce que c'est la meilleure façon qu'une action locale puisse s'intégrer à une vision plus globale. Sinon, on est toujours justement, parce que
moi, je vis avec le système. Oui, c'est un système d'autorisation, puis je suis obligé de vivre avec le système pour l'instant comme il est. Et on est trop souvent, justement, concentré sur uniquement le projet. On n'est pas capable de le voir dans son insertion. Puis là, je parle autant le projet lui-même que les milieux qu'on va vouloir protéger dans l'ensemble. Donc, la planification, les plans de conservation ou les plans régionaux va être un outil. Je ne suis pas d'accord que ça... Oui, le passé est garant de l'avenir. Il y a eu des échecs, mais il y a eu des réussites. Fait que je pense qu'on peut se concentrer sur ce qui a été réussi pour améliorer ce que le futur s'en vient. Le PMAD, je suis d'accord avec vous. Puis quand vous avez dit ça, moi, ça m'a tout de suite cliqué. Pourquoi donc? Puis que moi, mon explication, c'est que le territoire était peut-être trop grand. Donc, il y a un moment donné, ça vient comme désincarner. Le territoire englobe tellement de gens, tellement de contextes différents que peut-être pour ça qu'on a de la misère à l'intégrer. Peut-être que ces planifications-là, on doit faire attention. Il y a une échelle peut-être opérationnelle plus parfaite que d'autres. Donc, il faut se concentrer peut-être sur cette solution-là. Puis les milieux, ben, il faut choisir lesquels on veut protéger parce que qu'on soit pour ou contre la croissance, il va continuer à en avoir, en tout cas, pour les prochaines années. Donc, si on veut limiter les dégâts, ben, il faudrait peut-être trouver sur quel milieu on doit se concentrer pour dire ceux-là, on les protège, ceux-là, on les améliore et ceux-là, on se permet de, malheureusement, d'en assumer la perte. Je pense que ça va être la façon de faire avec les milieux humides, mais il faut continuer à améliorer nos connaissances, puis faire des débats sur ce sujet-là, parce que ça a été longtemps un parent pauvre, je veux dire, à la blague, mais je disais tout le temps avant, un milieu humide, c'était rien que bon pour faire un stationnement. Je veux dire, les gens ne voyaient aucun gain au milieu humide. C'était, comme vous dites, ça fait des centaines d'années que la conservation est présente. Oui, mais dans l'esprit québécois, je pense pas que ça fait si longtemps que notre société se préoccupe de ça. La loi sur la qualité de l'environnement est quand même une jeune loi. Elle était un peu en retard sur certaines autres juridictions dans le monde, mais c'est quand même une jeune loi d'une quarantaine, bientôt 50 ans. Fait qu'on a encore du chemin à faire. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat très intéressant, très respectueux. Vous nous avez sensibilisés à toutes sortes de réalités. Alors, je suis convaincue que nos auditeurs vont réfléchir beaucoup avec ce débat d'aujourd'hui. Merci tous les deux. Hey, merci à vous, c'était très sympathique. Merci. À bientôt.